Nous sommes le 4 juillet 2025, 3 ans après le décès de Kazuki Takahashi, créateur du légendaire manga Yu-Gi-Oh! Pour moi, Yu-Gi-Oh! C'est toute mon enfance. Je ne compte même plus le nombre de cartes que j'avais accumulées, enfin surtout de beaucoup de contrefaçons, quand même, ni le nombre incalculable de fois où j'ai regardé l'anime et ses nombreux spin-offs. J'ai grandi avec Yu-Gi-Oh! 510 et cette époque a une place spéciale dans mon cœur. Mais le temps passe et aujourd'hui Yu-Gi-Oh! Est devenu un hobby que je chéris. Même si parfois, il met à rude épreuve ma santé mentale. Vous savez moi, pour raviver ma passion, j'ai décidé de retourner à la source. Le manga. Et quelle expérience! Je savais déjà que les débuts de l'œuvre étaient très différents de ce que l'anime nous avait proposé, surtout après avoir vu la première adaptation du manga par la Toei. Mais, lire les 8 premiers tomes m'a vraiment captivé pour le coup. Ces chapitres construisent les bases de l'histoire et des personnages, tout en nous offrant des petites intrigues qui forgent peu à peu la direction prise par l'œuvre par la suite. Au fil de ma lecture, j'ai atteint la partie qui a été adaptée en anime. Le royaume des dualistes, Batailleville, et j'en passe. Et c'est fascinant de voir comment l'anime a tenté de transposer cette partie du manga, avec ses forces et surtout avec ses faiblesses. La question que je me posais donc, l'adaptation est-elle une réussite? En voyant le titre, vous devinez sûrement ma réponse, mais elle est bien plus nuancée que ça, car qu'on le veuille ou non, le succès de l'anime est indéniable. Et c'est justement là où réside tout l'intérêt de ce deuxième épisode de deux œuvres de vision. Les différences entre le manga et l'anime sont si marquées qu'on peut presque parler de deux œuvres distinctes. Aujourd'hui, on plonge dans cette dualité pour explorer Yu-Gi-Oh!, premier du nom, et son adaptation animée. Alors bienvenue dans mes somptueux termes, installez-vous confortablement et bon visionnage. Nous sommes dans les années 90 et Takahashi avait pour intention de dessiner un manga d'horreur. Bien que le résultat était sur les jeux, il a quand même voulu incruster certains aspects venant du genre horrifique. Ensuite, le thème principal qu'il voulait aborder était les combats. Mais bon, dû à la flambée de shonen de combat qui se trouvait dans le Kill Shonen Jump à cette période, Takahashi doit trouver un moyen de se faire distinguer de la masse. Du coup, il s'impose une limitation. Le protagoniste ne doit en aucun cas frapper ses adversaires. Pas besoin de vous dire que c'est assez compliqué, mais soudainement, dès lors que le mot jeu lui traverse l'esprit, sûrement dû à son passé dans le monde de l'arcade d'ailleurs, le mangaka a eu alors une illumination. Yu-Gi-Oh! Commence alors en fin 96 et les retours sont positifs, très positifs même. En effet, un aspect jeu de la semaine avec des sanctions pour le moins imposantes et inquiétantes, et pour le moins terrifiantes. Le prédécesseur de Saw, en somme, c'est terrible de se dire que Yu-Gi-Oh! Avant c'était Saw, faut pas déconner. Mais avec des thématiques comme l'amitié, l'entraide et le potentiel de soi. Un mélange pour le moins créatif qui a séduit bon nombre de lecteurs. Mais un retour. Un retour en particulier n'arrête pas de se multiplier. On veut plus de Magic and Wizard, c'est trop bien. Un peu de contexte. Magic and Wizard, inspiré de Magic the Gathering, English, est un des nombreux jeux introduits dans le manga. Mais les gens ont tellement été conquis par le concept qu'ils en voulaient plus. Et il faut se dire que ce n'était pas du tout le projet de base de Takahashi, il voulait vraiment rester dans cette optique de créer des nouveaux jeux. Mais on le sait tous, le client, enfin, le lecteur du coup, est roi. Et c'est ainsi que le prototype de Duel Monster voit le jour. Ainsi que juste une des plus grosses franchises que cette terre n'ait jamais connue. La machine est alors lancée, et le pilier se forme. Mais, Takahashi veut tout de même garder l'essence du manga qui est sur les jeux, faut pas déconner non plus. Alors, bien que la majorité des arcs principaux ont le jeu de duel de monstres comme base, les règles changent, ajoutant ainsi une identité à chaque évolution, passant du prototype à des thématiques ressemblant au RPG, pour ensuite prendre une approche un peu plus technique, bien que gardant cet aspect créatif que l'on peut trouver dans les arcs passés. Enfin, certains arcs se centrent sur d'autres jeux, comme de véritables RPG grandeur nature, ou le fameux Dungeon Dice Monster, respectant toujours les intentions de l'auteur. Mais, le succès de Duel Monsters dépasse toutes ses attentes. Très vite, l'industrie voit en Yu-Gi-Oh! Une opportunité commerciale en or. Et lorsqu'une œuvre atteint un tel niveau de popularité, le risque de perdre le contrôle est immense. Et c'est exactement ce qui se produit en 98,
avec la première tentative d'adaptation animée par Toei Animation. A plus communément Yu-Gi-Oh! Saison 0, considérée comme la partie la plus dark et mature par les gens, évidemment, elle couvre le début du manga jusqu'à la fin du 7ème tome en 27 épisodes. L'adaptation prend beaucoup de liberté avec des changements de scénario ou de jeu, voire même des censures. Oui, des censures, même là. C'est effroyable. Dans l'ensemble, nous avons une adaptation fort intéressante. Bien qu'elle diverge trop de l'œuvre d'origine, en prolongeant certaines intrigues pour ensuite écourter voire supprimer d'autres, il y a des ajouts qui sont assez cool et d'autres bien plus obsolètes, nous offrant un rendu pour le moins sympa. Je conseille. Puis, en ce début du deuxième millénaire, en 2000, sort l'adaptation connue de tous par le studio Gallop, pour le meilleur et pour le pire. Surtout, le pire. Le 18 avril 2000 sort le premier épisode de Yu-Gi-Oh! Duel Monster, DM pour faire court. Et les intentions sont claires. On veut vendre impérativement et en premier but le jeu de cartes. Ça se voit dès le premier épisode où on va adapter la fin de l'arc d'Esti avec le début du chapitre qui va introduire Magic and Wizard. Le grand-père de Yugi monte son Blue Skyba veut l'acheter mais il refuse et tente alors de le voler. Ensuite ce dernier contacte Yugi pour lui annoncer qu'il a empalé son grand-père sur place publique. Pas besoin d'expliquer le reste, vous connaissez, je connais, c'est l'un des épisodes les plus cultes de tout anime confondu. On peut comprendre l'intention derrière le choix de l'anime, et éliminer la majorité des jeux variés afin de focaliser toute l'attention sur Duel de monstres, permettant ainsi de vendre le jeu de cartes sorti quelques années plus tôt. Du coup, on va bien charcuter le truc en modifiant des arcs pour mettre davantage en avant le jeu, et même créer des arcs fillers. Bon, il y a d'autres raisons derrière l'existence de ces derniers, mais on en reparlera plus tard. Et du coup, la question a le mérite d'être posée. Est-ce mal que l'intention d'un anime est de vendre un jeu? Non, parce que c'est le principe même d'un anime. Bien que ça peut paraître réducteur, un anime a pour but principal de vendre, principalement le manga dont il adapte. Le même principe s'applique du coup à un anime qui adapte un jeu vidéo. Petit exemple, dès lors que la série Devil May Cry est sortie sur Netflix, les jeux ont eu une grosse réduction sur Steam. Le message étant, vous avez aimé la série, achetez les jeux. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'est pas une mauvaise chose car ça permet de booster les ventes et la popularité et ça peut améliorer l'image qu'on a des médias. Un anime ou une série peut clairement avoir une bonne histoire tout en ayant pour but de vendre. Suffit de voir les autres séries de Yu-Gi-Oh! Qui ont pour but de vendre quand même, mais ont une histoire captivante, des enjeux bien écrits et j'en passe. Et le cas de DM est intéressant car c'est un anime qui adapte un manga, mais a pour but de vendre un jeu. Et que c'est très très mal fait, non pas sur l'aspect financier de la chose vu le succès, mais plutôt sur l'image qu'il a donnée à l'œuvre et qui restera ancrée dans l'imaginaire collectif. Comme tout anime fleuve qui se respecte, Duel Monster possède des fillers. Pas surprenant quand tu décides de sauter les 7 premiers tomes et que le manga n'est toujours pas fini. Pour vous donner une idée, le premier épisode est sorti que l'arc Bataville venait tout juste de commencer en manga. Et donc, voit le jour 4 arcs fillers afin de remplir le tout. L'héros légendaire, le monde virtuel, réveil des dragons et le tournoi ultime. Et c'est pas fameux, bien qu'il y ait des idées assez intéressantes. Après le royaume des duellistes, Kaiba veut renvoyer les 5 exécutifs de la Kaiba Corp, alias le Big Five. Ces derniers acceptent à une seule condition, un tout dernier jeu. Si Kaiba gagne, ils s'en vont. Mais, contre toute attente, c'était une ruse. Waouh! Ils se retrouvent piégés dans un monde virtuel, et les exécutifs comptent en finir aussi avec Mokuba. Ce dernier s'échappe et demande de l'aide à Yugi et ses amis. Ensemble, ils plongent dans cet univers virtuel afin de sauver le grand frère. Cet arc, en 3 épisodes seulement, était une très belle surprise. Hommage au RPG classique, quête d'objets, princesse à sauver, aventure secondaire, humour, tout y est. L'idée est bien exploitée, cohérente avec l'univers, et franchement je pourrais tout à fait l'imaginer dans le manga d'origine.
contrairement à ce qui suivait. Nos héros se font interrompre leur course vers la finale de Batailleville par le Big Five, rebelote. De retour pour ne jouer mauvais tour, le Big Five a l'intention de se venger de Kaiba, y réussissant à les aspirer dans un monde virtuel. Rebelote. Mais ce n'est pas sans surprise, car ils sont accompagnés de Noah Kaiba, le véritable fils de Godzaburo Kaiba, et honnêtement, j'aimerais pouvoir dire que cet arc est bon. Mais non, pas du tout même. Ah, non, ça non. Le principe, le Big Five affronte Yugi et sa bande. S'ils gagnent, ils prennent possession de leur corps pour revenir dans le monde réel, puisque leurs liens physiques ont été brisés dans le précédent filler. Et oui, ils peuvent aussi prendre le corps des filles, une subtilité bien soulignée à plusieurs reprises. C'est dégueulasse. L'arc introduit la règle du deckmaster. Chaque joueur choisit un monstre de son deck avant le duel, qui obtient un effet exclusif. Si ce monstre est détruit, c'est la défaite immédiate. L'idée est sympa sur le papier et plutôt bien intégrée, mais les effets manquent pour la plupart d'originalité, souvent limités à une invocation bonus, un petit boost d'attaque, et on n'en parle plus. Le vrai souci, c'est surtout l'arc lui-même qui interrompt brutalement Batailleville, ramène un groupe d'antagonistes secondaires peu passionnants et s'étire sur 24 épisodes, contre seulement 3 pour leur première apparition. Autant dire que le Big Five aurait dû rester un souvenir du passé. Et puis, il y a Noah, un antagoniste qui aurait pu être excellent, mais qui a été saboté. Par qui ? Par le scénariste. Et oui, il fallait bien introduire le flashback de Kaiba, qui aurait dû être introduit bien avant Duelist Kingdom. Et oui, voilà ce qui se passe quand on skip le début. Résultat, bien que l'histoire de Noah soit solide, un garçon privé de contact humain, transféré dans une simulation après un accident, puis abandonné par son père suite à l'adoption de Seto Imukuba, le personnage lui-même manque cruellement de présence. Il n'apparaît vraiment qu'à l'approche de son duel, qui s'étale sur 5 épisodes. On en reparlera de ça. Avec un tel background et des thématiques fortes, Noah avait quoi de marqué, mais son faible temps d'écran et son absence d'impact une fois l'arc terminé en font un personnage bancal, voire oublié. Et ne parlons pas de Godzaburo qui devient l'ordre final de l'arc, ça c'est de la connerie pure et dure, au suivant. Nous y sommes donc, l'arc filler le plus populaire dans la communauté. Le réveil des dragons. Un soir, Bon, cet imbécile a décidé qu'il ne serait pas aigri en parlant de cet arc. Ah bah moi je vais l'être. L'arc débute sur Yugi qui se fait voler comme un con ses 3 dieux égyptiens fraîchement obtenus, tout ça pour justifier leur absence durant l'arc. Ce qui reste très dommage vu qu'Athème venait à peine de les réunir et ce qui est d'autant plus regrettable car l'anime ne va jamais les exploiter. Les personnes qui lui ont dérobé font partie de l'organisation de Darts, l'antagoniste original de l'anime pour cet arc. Leur objectif est de réveiller le grand Léviathan, un pseudo-dieu qui se révèle juste être Zork mais avec l'apparence d'un poisson. L'arc introduit 4 vrais personnages qui serviront d'antagonistes. Darts, un personnage qui reprend beaucoup d'éléments d'autres antagonistes du manga, comme Pegasus, Marik ou encore Zork. Mais malheureusement, il ne reprend que les idées, sans rien de plus. Le personnage est plat au possible, sans réelle plus-value, ce qui reste inacceptable pour un antagoniste majeur d'arc. Raphaël est bien plus intéressant que Darts. Le personnage a beaucoup plus à raconter et il possède d'ailleurs le meilleur flashback de l'arc. Il a une personnalité intéressante et des interactions très sympas avec Athema. Valon comme Raphaël est très cool. Son flashback est court mais réussi avec des moments fort marquants avec Mai ou encore Jonochi. Ah Lester, cette merde, non franchement je veux bien être gentil mais lui il pue la merde, hein. Son flashback n'a aucun sens, le mec est censé en vouloir à Kaiba alors que c'est Godzaburo le fautif dans la mort de son frère. Et le pire, Kaiba déteste son daron aussi, et a totalement changé l'entreprise en fabrication de jouets. Donc pourquoi ce connard lui en veut? Il est pour rien, et c'est même pire, il est aussi son père adoptif. C'est pas mauvais qu'un personnage soit incohérent, mais lui c'est pas souligné. Alors qu'il avait juste à avoir un syndrome du héros tellement poussé qu'il veut absolument un coupable. Du coup, on pourrait se dire que c'est plutôt ok tiers. 2 antagonistes pas ouf et 2 plutôt sympas, ça fait un ratio moyen. Mais, pourquoi avoir foutu ces 2 connards d'Aga et Ryuzaki? À quoi ça servait de remettre des personnages aussi inintéressants, c'est pour rien en faire. C'est des sous-fifres sans intérêt, juste là pour un duel à la limite du filler, qui aurait pu être remplacé par n'importe quel connard comme au début de l'arc. Et Mayo là aussi, mais plus la merde, hein. Ils ont dû changer toute la mentalité du personnage pour que ce soit cohérent, qu'elle soit méchante maintenant. L'arc abuse aussi beaucoup trop sur la débilité de Jonochi, ou encore Yugi qui sert toujours foutrement à rien. Ou alors cette scène complètement conne où Athème joue le saut de récalque sans aucune raison valable parce que il devait avoir un moment d'arc, sans aucune vraie logique vu qu'Athème est pas teubé au point de risquer sa vie dans un duel sans aucune raison. Et l'arc se finit sur les dieux qui tabassent un gros ton, parce que voilà, fallait bien finir cette daube au bout d'un moment. Bon, et moi je vais pas épiloguer plus longtemps, parce que j'en ai plus beaucoup, donc ciao du coup.
Et c'est pour ça que cet arc aurait pu être bien mieux, mais malheureusement... Attendez une minute. Il se passait un truc, non? Bon, ultime que de nom. Soyons honnêtes. Organisé par Kaiba pour rassembler les meilleurs duellistes du moment. Enfin, meilleur est un bien grand mot. Remarquez que je n'ai pas fini cette phrase parce qu'il n'y a vraiment aucun enjeu dans cet arc, c'est juste un tournoi pour désigner un vainqueur. Ni plus ni moins. Oui, je sais, c'est pour célébrer le parc d'attractions. Bon, ok. Pour célébrer le parc d'attractions, Kaiba organise un tournoi dans ce dernier. Bon, ça m'a l'air sympa, mais disons-le, c'est fait avec le cul. Hein. Les personnages sont pas très intéressants. Bon, non, c'est même pas très. Ils sont pas intéressants tout court. Il y a juste les deux antagonistes, Siegfried von Schröder et Leon von Schröder, donc le petit frère, qui sont bon, très bancales, soyons honnêtes. En gros, leur histoire, c'est qu'ils veulent saboter la Kaiba Corp. Très simple. Et il n'y a pas grand chose à dire, hein. Ils sont oubliables, soyons honnêtes. Et même Siegfried, censé être l'antagoniste principal, manque de saveur. Son grand motif, Kaiba a breveté les hologrammes avant lui, alors il a le seum. Que c'est triste. C'est très léger, soyons honnêtes. Ouais, y a pas grand chose à dire. Ah oui, son deck Valkyrie est cool, le deck Conte de Fées est cool aussi. Ça s'arrête là, les personnages n'ont pas vraiment de saveur, ils sont très creux. L'arc n'a pas grand intérêt, genre au moins, le réveil des dragons a un certain fil rouge intéressant à suivre. Là où cet arc-là, il n'y a juste rien. Et en vrai, t'aurais pu faire un enjeu assez intéressant. Plutôt que ce soit Québec qui a fait les hologrammes avant Siegfried, t'aurais pu proposer un plot twist, comme quoi c'est Québec qui a volé l'idée à Siegfried. Par exemple, voilà, là c'est un petit enjeu, c'est un petit plot twist, genre oh mon dieu, Kaiba en réalité a encore fait de la merde, ce qui est cohérent avec le personnage d'avant Duelist Kingdom. Ah ouais, pourquoi pas, ça aurait été intéressant, mais bon, ils l'ont pas fait, sinon ce serait pas drôle. Voilà, sans réel enjeu ni impact, cet arc était très vide dans l'ensemble. Et vous remarquerez que je radote un petit peu ici parce que pour la vanne, euh, l'arc ne fait même pas un paragraphe sur mon script, alors je rajoute un peu. Et donc voilà, hein, on a fait le tour des arcs fillers de Yu-Gi-Oh! Et entre intrigues bâclées, perso mal branlés, enjeux abandonnés comme s'ils n'avaient jamais existé, c'est un des plus gros problèmes de ce dernier d'ailleurs, c'est pas glorieux, mais l'anime ne s'est pas contenté de rallonger la sauce avec du contenu déjà bien charcuté, non. Il s'est aussi amusé à remodeler certains éléments, transformant parfois des personnages entiers en caricatures d'eux-mêmes. Caricature, représentation grotesque en dessin, en peinture, etc., obtenue par l'exagération. C'est exactement ce qu'est devenu une bonne partie des personnages dans l'anime, des caricatures d'eux-mêmes. Imaginez découvrir Berserk sans connaître l'histoire de Guts, sans comprendre son évolution mentale, mais qu'on nous offre des moments non chronologiques de l'âge d'or dans l'arc fantasy. Alors oui, ce que j'ai dit n'a aucun sens. Mais c'est ce qui s'est passé. L'anime prend certains personnages et, faute de contexte ou d'écriture soignée, les réduit à des versions déformées. J'ai 4 victimes en tête, par exemple. Mais vous savez quoi? Je vais pas les balancer comme ça, comme si c'était une puérile vidéo essai. Non, je suis bien mieux que ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais être extravagant au possible. Sortez le ring. Bienvenue à tous ce soir pour cet épisode de Personnages crucifiés. Je suis Capi Manga. Et moi je suis Animarin. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour cet épisode de Personnages crucifiés. Nous avons à la cour 4 personnages qui ont été charcutés, démolis, assassinés par leur adaptation des plus puériles. Oui, mais en vrai, ils n'ont pas
si mal que ça. Ah, mais non, ce n'est que paroles futiles. Seules les preuves peuvent montrer à quel point ces personnages ont été assassinés. Alors commençons donc. À ma droite, nous avons le seul, l'unique, le rival éternel de Yugi. Celui chargé par la détermination, par l'ego et par le manque de morale. J'ai nommé... Ah non, déjà on dit manque de gros fils de pute. Je sais, donc j'ai nommé... C'est un Kaiba. On pourrait s'arrêter là, citer uniquement ses somptueuses qualités, mais ce serait passer à côté de toute la complexité du personnage. Un génie froid calculateur, façonné par une enfance infernale sous son père Godzaburo, devenu un être diabolique qui inflige aux autres ce qu'il a lui-même subi. Kaiba, c'est un gosse brisé qui a appris à survivre en écrasant tout sur son passage, persuadé que la punition n'existe pas pour ceux qui dominent. Ce n'est qu'après sa défaite contre Yugi qu'il commence enfin, lentement, mais sûrement, à se reconstruire en tant qu'être humain. Nous avons donc un personnage tragique, fascinant, mais surtout torturé. Alors, dans l'anime, tout ça est expédié en un seul épisode. Et du coup, on a un Kaiba qui n'est pas si mauvais que ça, en vrai, et qui va juste piquer des crises de nerfs, car monsieur n'est pas vraiment content. Et je ne dis pas que le personnage est bon car il a commis des atrocités, pas du tout, mais que ces atrocités ont forcé le personnage, et qu'on connaît actuellement, et qui nous permettent de nous attacher à lui lorsqu'il commet des actes qui ne sont pas propres à lui. Attendez, vous êtes vraiment en train de dire qu'on a perdu toute la substance de ce personnage dans l'anime? À peu près. Parfait! Et donc, à ma gauche se trouve le cancre, le goat, celui qui n'abandonne jamais, celui qui nous fait rire et qu'on aime et qu'on adore et qu'on a pleuré pour... J'ai nommé Jono Chikatsuya! Ou bien alors, Zoé si vous avez grandi avec 4Kids. Il souffre du même syndrome que Kaiba. Son passé et son développement sont expédiés en flashback, au lieu d'être vécus en direct. Résultat, il paraît beaucoup moins complexe qu'il ne l'est réellement. Dans le manga, c'est un jeune homme passé difficile qui parvient à devenir meilleur grâce à Yugi et à sa propre détermination. Alors que dans l'anime, c'est le meilleur pote rigolo de Yugi, devenant le dindon de la farce, sauf à des rares moments qui sont juste trop bien. Oui, ce sont de rares moments qui sont trop bien, mais ces moments-là viennent surtout du manga. Ah, c'est vrai. Mais il a d'excellents moments dans les fillers. Oui, pour une raison qui m'échappe. Mais ce n'est pas grave, parce qu'au nord du ring... Attends, comment ça au nord du ring? Il faut que ça fonctionne pas que ça. Au nord du ring... Mais non, mais... Au nord du ring... se trouve un manipulateur de l'ombre, le diable en personne, les ténèbres en personne, pour être plus précis, et j'ai nommé l'esprit de l'anneau. C'est couramment connu sous le nom de Bakura. Oui, mais c'est mieux de l'appeler l'esprit de l'anneau. Comme je l'ai dit précédemment, c'est un manipulateur de l'ombre, utilisant l'innocence et la dépendance de son hôte pour agir en toute impunité. Une terreur silencieuse, l'infiltré parfait, qui grandit dans l'ombre au fil des volumes pour, au final, libérer Zork, l'antagoniste ultime du manga. Mais parlez donc! Alors oui, j'essaie, mais c'est que 2 paragraphes. Comment ça, 2 paragraphes? Oui, parce que Bakura, il apparaît 2 fois par an. C'est-à-dire? Attendez. Bakura apparaît 2 fois par an, juste pour sortir un rire diabolique avant de repartir dans le néant. Pour vous donner un comparatif, c'est comme si tu retires Hisoka dans tout le premier arc de Hunter x Hunter. On a plus l'impression d'avoir un figurant de film d'horreur de série Z qu'un véritable mastermind du mal qui garde le lecteur en taquet. Mais ce n'est pas 2 paragraphes, c'est 2 lignes! C'est vrai. Mais diantre! Mais bon, et enfin, au sud du ring se trouve le plus sinistre de tous, le plus mystérieux de tous. J'ai nommé Shiny!
Shadi est un protecteur de tombeaux, manié de la balance et de la clé millénaire. Il juge et étudie les âmes et a pour but premier de protéger les objets. Il testera alors Yugi pour voir s'il mérite le puzzle ou non et restera une sorte de gardien pour le pharaon. L'aidant dans de multiples périples. Mais parlez donc, vous avez encore une fois 2 lignes. Non, non, c'est qui ça dit? Mais comment ça, c'est qui Shadi? Non, mais ça me rappelle pas de lui. Il fait quoi? Mais il est très important. Non, mais ça ne connais pas. Hein. Vous pouvez m'envoyer une photo? Mais bien sûr, faites donc, prenez la photo. Ah, c'est lui. Attendez, c'est écrit un truc. Mais ce n'est qu'un post-it. Ouais. Non, ça dit, c'est un guide touristique. Guide touristique? Oui, un guide touristique. Un guide touristique? Oui, il est réduit un guide touristique du lore. Il peut parfois pour expliquer les bails mystiques aux personnages et aux spectateurs, hein, puisque parfois on ne comprend pas. Il a parfois la subtilité d'un PowerPoint mal animé. Mais il n'y a pas vraiment de mystère, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est juste de l'exposition. Mais c'est tout bonnement inacceptable, mais qui a signé pour ça? Bon, j'arrête, stop, on ferme. Mais comment ça rentre ta gueule? On ferme. Bon, là je vous adresse à vous, lecteur. Déjà, plus jamais je fais ça. Et deuxièmement, vous voyez le problème quand on skip 7 tomes? Je me répète un peu, mais vous voyez le problème quand on skip 7 tomes? Et vous croyez que j'en ai fini? Ah bah non. Bon, déjà, je continue, hein, sur les autres. Parce qu'il n'y a pas que de la caricature, il y a aussi du saccage pur et simple. Et cette fois, c'est Yugi. Et un thème qui en faut les frais. Dans l'anime, on perd totalement l'idée que Yugi doit apprendre à accepter l'existence du pharaon et surtout à cohabiter avec lui. Je rappelle qu'au début, il savait même pas que l'un existait. Résultat, leur développement commun est ultra superficiel, là où le manga en faisait un vrai cheminement psychologique. Et ce n'est pas tout. Une grosse partie des moments cool de Yugi, ses coups d'éclat, ses décisions clés, sont transférés à Athème. Pire encore, dans l'anime, Yugi appelle Athème parfois pour absolument rien. On est à ça de se dire que peut-être qu'il l'appelle afin de prendre un objet d'une étagère parce que pour je ne sais quelle raison, dans l'anime, Athème est plus grand que Yugi, alors que ça n'a aucun sens. Il devrait pas gagner 10 cm. Bref, l'évolution de Yugi est complètement vidée de sa substance au profit d'un Athème qui, du coup, semble faire tout le taf sans que ça ne choque personne. Le pire, c'est que c'était déjà un problème que le manga avait dans une moindre mesure. Mais l'anime, lui, n'a pas corrigé la chose. Il l'a juste aggravé. Donc, comment dire que c'est juste du foutage de gueule? Et du coup, on peut se poser la question. Est-ce que tout ça, là, ça a bien marché? Alors, oui, l'anime a eu un gros succès mondial, ça c'est indéniable, le TCG est en feu, la vente de cartes est aussi, bref, on peut dire que c'est un pari réussi. L'exécution très mauvaise, mais le pari lui est tenu, donc ça c'est bien, hein. Tant que ça vend qui va s'en plaindre, en vrai. Par contre, là où on n'échappe pas aux critiques, c'est dans la mémoire collective. Parce que quand tu laisses passer tout et n'importe quoi dans ton adaptation, les gens ne retiennent pas la tension dramatique ou les arcs profonds. Ah non, c'est quoi ça? Mais plutôt les mêmes. Yugi il triche. Duel Kingdom c'est du n'importe quoi, hein, franchement. Comment tu peux invoquer un monstre sans sacrifice? Comment tu peux activer une magie depuis la main ou tour adverse? Et j'en passe. Car oui, je rappelle que l'intention première de l'anime était de vendre un jeu de cartes. Très bien, ok. Mais comment veux-tu vendre un jeu de cartes quand les règles changent d'un arc à l'autre? Un coup on sacrifie, un coup non, un coup on balance des cartes magie à tout va, un coup faut attendre la bonne phase, rien n'est cohérent. Et le pire, vous avez retiré tous les autres jeux pour vous concentrer uniquement sur le duel de monstres. Ok, très bien sur le papier, mais au lieu d'unifier tout ça sous les règles du TCG, je rappelle que c'est l'initiative, c'est de vendre le TCG. Vous avez gardé l'idée du manga où chaque arc avait son propre système.
Et vous n'avez même pas voulu rajouter des formats comme Duelist Kingdom ou autres dans la vraie vie. Résultat, t'as un anime censé vendre un jeu, un seul, mais où les règles changent tous les 4 matins, sans qu'il y ait d'autres formats, évidemment. Comment tu veux te donner envie d'acheter et de jouer sérieusement quand ton propre anime t'apprend que les règles sont aussi faibles qu'une partie improvisée dans une cour de récré? C'est totalement schizophrène. Et résultat, des gamins qui jouent n'importe comment, parce que c'est comme dans la série, et qui après râlent en découvrant que le vrai jeu n'a rien à voir. Bordel, comment on peut être aussi à côté de la plaque? Et vous vous rappelez, quand j'ai dit qu'ils ont retiré tous les arcs non liés au jeu de cartes? Bon, j'ai menti, car ils ont gardé Dungeon Dice. Ah bon, fallait bien gagner du temps pour éviter de rattraper le manga trop vite. Et l'arc, bien évidemment, passe d'un événement important pour Yugi à un simple filler. Je pense que je suis arrivé à un stade où je ne peux pas, ou plutôt je ne veux plus, déverser toute ma colère sur une franchise que j'aime profondément. Mais du coup, est-ce qu'il y a du bon dans cet anime de merde? Oui. Oui. Il y a du bon. Je sais, ça me paraît anormal, surtout venant de moi qui n'arrêtait pas de brailler comme un âme vers la fin, mais oui, tout n'est pas à jeter. Par exemple, l'animation en certains rares moments est vraiment bonne, les OST sont pour la majorité sublimes, t'as des CEO qui font un travail mémorable, et quand même des moments bien adaptés comme une grosse partie de Duelist Kingdom, ou même des idées qui sont cool comme l'arc des héros légendaires. Après attention, ça veut pas dire que je conseille Duel Monster à ceux qui veulent découvrir du vidéo aujourd'hui, non. Si vous voulez voir des duels où les règles existent vraiment et suivre une histoire solide, il vaut bien mieux aller voir ses homologues ou tout simplement lire le manga d'origine, qui reste malgré tout une expérience incontournable. Et il y a une chose que l'anime a mieux fait que le manga, une seule. Mais quelle chose? Le duel final Yugi versus Atem. Le principe est simple, si Yugi gagne, Atem peut enfin rejoindre le monde des morts. C'est le climax absolu du manga, et même si ce dernier le fait très bien, l'anime parvient à sublimer ce moment en l'allongeant. Et d'habitude, rallonger un duel c'est une grosse erreur, mais ici, ça fonctionne magnifiquement. Chaque tour devient une ode aux cartes utilisées par les deux personnages tout au long de l'histoire. Chaque action est chargée de sens et les stratégies sont aux petits oignons. C'est un vrai duel symbolique, intelligent et bouleversant. Je dirais qu'il n'y a qu'un seul truc qui me fait chier, la présence de Kaiba. Pour moi, son arc narratif se termine à Batailleville et je ne vois pas l'intérêt de le ramener ici, à part pour le fanservice. Mais malgré cela, il y a une chose que je peux affirmer sans aucune hésitation, je n'ai jamais pu voir la fin de cette œuvre ni en manga ni en anime sans être profondément ému. Alors l'aventure est terminée et c'est maintenant celle de Yugi qui commence réellement. Attendez, c'est quoi ça? Elle est cool cette affiche, hein. Quel dommage que ce soit pour un film qui est autant à chier. Et que le mode con aurait pu le dire, là... Bonne lecture. Ah putain, je vous jure, c'est vraiment un slogan de merde. Ah putain, merde, ça filme encore.